Yes, we care. Bienvenue dans Yes, we care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti! Cet épisode a été rendu possible grâce à notre sponsor WeMind. WeMind, c'est une mutuelle 100% digitale qui va devenir votre meilleur allié pour prendre soin de vos employés. Comment ? D'abord en apportant les meilleures garanties pour vos salariés. La mutuelle rembourse au maximum autorisé par la sécurité sociale et elle inclut tous les besoins de santé spécifiques comme l'optique, le dentaire, même la médecine douce. Deuxièmement, ils sont ultra rapides. Ils réalisent 92% des remboursements en moins de 24 heures. Et enfin, ils proposent des tarifs ultra compétitifs. Ils ont en effet une politique du prix juste, c'est-à-dire qu'ils calculent leur prix pour être équitable pour tous. Moi, en tout cas, j'ai testé pour vous et mon équipe était absolument ravie. Ce qu'ils avaient adoré, en plus de tout ce que je viens de vous partager, c'est le comité d'entreprise qui est inclus dans l'offre WeMind. On y retrouve des réductions sur des milliers d'activités, des achats et des loisirs. Je trouve que c'est un vrai plus quand on est dirigeant de PME pour rivaliser avec les avantages des grands groupes. Et évidemment, je les adore et je les recommande parce que tout dans leur démarche respire la philosophie du care. Leur culture d'entreprise, leur management porté par leur fondateur Inde Michael et leur engagement sociétal puisqu'ils reversent une partie de leurs bénéfices auprès d'associations. WeMind, c'est donc un choix éthique, malin et judicieux pour vous et pour vos salariés. Yes, WeMind. Bienvenue Alexandre dans notre podcast Yes, We Care. Bonjour Faustine. Je suis ravie de te recevoir, en tout cas parmi nous. On ne se connaît pas du tout, donc je suis d'autant plus excitée de cet échange parce que je pense que je vais apprendre plein de choses. On peut te qualifier de leader visionnaire qui a façonné le succès de Chronoflex, donc je pense que tu vas pas aimer, mais bref, en tout cas, tu as une histoire fascinante à nous raconter. Moi, j'ai pu découvrir un peu à travers tous tes TED et ton livre. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, s'il te plaît ? Avec plaisir. Je suis entrepreneur. J'ai eu la chance de créer 10 entreprises dans ma vie, d'en acheter quelques autres. Et j'ai eu deux grands temps dans cette vie. Une première partie de ma vie professionnelle durant laquelle j'ai fonctionné sur des processus très command and control. Et pour tout dire, j'adorais ça. 10 boîtes dans le groupe, ça veut dire que tous les lundis matins, c'était 10 heures de codir, 1 heure par boîte. Et je trouvais que c'était probablement ça, le sens de la réussite. Et du plaisir, du coup. Oui, mon ego parlait très bien à ce moment-là. Et puis ça a changé quand en 2009, en fait, on a été percuté par la crise. Et pour survivre, il a fallu licencier pas mal de monde. Et là, ça a été une transformation fondamentale, profonde, qui a été opérée grâce à une rencontre, celle d'un homme incroyable qui s'appelle Jean-François Zobrist, l'ancien leader charismatique de la fonderie Favie, qui est un des précurseurs de ces approches collaboratives en France. Voilà. Et Jean-François, en m'envoyant promener, m'a invité à regarder le monde avec de nouvelles lunettes. Et ça a été le début d'une transformation fondamentale. Donc, j'ai vécu quelque part 15 ans sous un format command and control et bientôt 15 ans avec des approches collaboratives. Et alors, si juste j'essaie de comprendre un peu l'histoire, donc là, tu vis une crise. On va dire que 95% des dirigeants auraient juste envie de dire on fait de la performance, de l'optimisation des coûts, etc. Toi, tu te dis je vais faire une conférence pour ouvrir mes chakras. Comment ça se passe ? En fait, il y a un trauma à ce moment-là qui est je ne veux plus jamais avoir à virer des gens que je n'ai pas envie de virer. Ça va être, alors bien sûr, un traumatisme dans l'organisation, mais ça va être chez moi très, très violent. Parce que depuis que je suis gamin, je sais que je serai chef d'entreprise. Je ne sais pas dire pourquoi, je ne suis pas dans une famille d'entrepreneurs. Je suis mayennais d'origine. J'ai passé 20 ans à Laval, j'ai passé 30 ans à Nantes. Et depuis l'âge de 14 ans, je sais que je serai entrepreneur. Et quand tu es entrepreneur, tu n'es pas entrepreneur pour faire du cut. Tu es entrepreneur pour créer, pour embaucher, pour une aventure. Et donc ça a été extrêmement difficile pour moi de vivre ces départs. Et comme on le dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît.
et c'est Jean-François qui m'a ouvert cette voie. Voilà. Et jusque-là, tu avais pris des cours d'entrepreneuriat ou c'est venu assez naturellement ou, en fait, qu'est-ce qui a façonné finalement ta façon de gérer ton entreprise dans un premier temps? Mais donc j'avais ce projet d'entrepreneuriat chevillé au corps. Hein. Donc, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais faire cette chose-là. Et donc pendant mon service militaire, je vais travailler sur la création de l'entreprise que je voulais lancer. Et puis le hasard de la vie a fait que ça ne va pas se passer comme ça. Comme je n'avais pas du tout d'argent en poche, eh bien, il fallait que je trouve une entreprise qui m'embauche pour que je gagne mes 50 000 francs à l'époque et que je monte mon EURL. C'était ça le projet. Je trouve cette entreprise dans la communication événementielle. Moi, je voulais faire de la communication événementielle. Et puis, comme l'entreprise n'était pas très grosse, elle n'avait pas trop de sous à ce moment-là, et elle me dit, bon, OK, on t'embauchera, mais on t'embauchera dans quelques mois. Et finalement, je me retrouve avec un espace-temps libre qui était assez intéressant pour faire quelque chose. Et là, une personne que je connaissais bien me dit, on a envie de lancer une entreprise, mais on a chacun nos boîtes, on est 3 copains à chacun nos boîtes, et on aimerait que tu puisses nous écrire le business plan de cette entreprise, de ce projet d'entreprise. Et donc, je vais écrire ce qui deviendra Chronoflex. Qui est quand même de la niche aussi. Qui est un métier complètement niche, ouais. complètement niche. Et finalement, un soir, je présente le projet de l'entreprise chez un des trois compères. Et je leur dis, ben voilà, si vous voulez qu'on réussisse cette entreprise, si vous voulez réussir cette entreprise, je n'avais pas dit le on, eh bien, il faut un numéro de téléphone qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut des véhicules d'intervention partout en France, puisque le métier de cette entreprise, c'est le dépannage de flexible hydraulique sur les chantiers. Et il faut être capable d'arriver dans l'heure et de dépanner dans l'heure. Je leur fais un petit business plan assez simple comme ça. Et à la fin de cette rencontre, ils me disent, on adorerait lancer ça, mais on voudrait que tu t'en occupes. Ce qui pour moi est une tuile absolue, puisque je voulais bosser dans la com et pas dans les travaux publics, puisque c'est un métier qui est très lié au TP, parce que je m'étais dit à 40 ans, je serais alcoolique et bedonnant. Bon, j'étais un peu dans les clichés quand même. La deuxième chose, c'est que j'avais pris un engagement, et la valeur de l'engagement, c'est quelque chose d'assez fort pour moi. Et puis, la troisième chose, c'est qu'un des trois était potentiellement mon futur beau-père. Et mon besoin de liberté est tellement fort que je me suis dit, est-ce que ça, c'est pas compliqué? Et quand tu dis que tu t'es fait un engagement, tu parles envers toi-même? Envers de l'entreprise, en fait. Ah, de l'autre, oui, tu t'étais engagé à aller rejoindre, ok. Et donc, finalement, quelques nuits dessus. Et finalement, j'accepte de commencer pour eux. Et il va se passer quoi? Ils vont me dire, tu vois, le bungalow de chantier, là, tu vas commencer là-bas. Et le premier jour... Donc c'est toi qui fais les interventions au départ? Alors non, je ne fais pas les interventions parce que je n'ai pas les compétences techniques pour ça, mais il y a un mécanicien qui a un véhicule. Et moi, je commence dans un bungalow. Et le premier jour, je file sur le supermarché d'à côté et je vais acheter un seau, une serpillière, un pot de détergent, une table, une chaise et un téléphone. Et je vais commencer comme ça. Et on va passer de 0, on va arriver à 300 personnes. Oui. Et en 2009, on se fait blackbouler assez fort, puisqu'on va perdre presque 100 personnes pour survivre. Et ensuite, l'entreprise va redémarrer sur des principes collaboratifs. Et c'est une entreprise qui fait plus de 400 personnes aujourd'hui. Et c'est une aventure absolument magnifique avec des personnes absolument incroyables. Et alors justement, c'est fou. J'ai envie de dire, c'est une victoire parce qu'on comprend que la stratégie, moi ce que j'appelle le care, mais entreprise libérée, ce que tu veux, l'attention à l'autre finalement, la considération, la responsabilisation, etc., ça marche. Mais qu'est-ce que tu as appris de cette intervention avec Zobrist? C'est quoi ce qui a été vraiment le déclic? Tu as cette phrase aussi qui est de notre regard sur le monde change le monde. C'est ça qui a été ton déclic et comment on fait pour avoir ce regard qui change aussi? Alors, ce qui se passe, c'est pour te raconter un peu les détails de la conférence, je reçois une invitation qui était « L'entreprise du 21e siècle existe, nous l'avons rencontrée ». Et en dessous, il y a un petit cartouche qui dit « Fonderie Favie, leader de la fourchette de boîte de vitesse ». Bon, j'ai rien à perdre, je vais à cette conférence avec l'idée « C'est quoi l'entreprise du 21e siècle ?» Et donc, j'arrive dans cette amphi du nord, dans les facs du nord de Nantes, 300 personnes, l'amphi est bondé. Alors, je me mets près de la sortie parce que je me suis dit, si jamais c'est pas trop intéressant, je me casse. Et là, je vois un petit papy, 70 balais, arriver et monter sur la scène. Et là, je me suis dit, mais
qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est ça l'entreprise du 21e siècle. Je comprends rien, quoi. Oui, Et Jean- expliqué par, pardon, un petit vieux. et Jean-François ouvre la bouche et là, je tombe par terre. Je tombe par terre parce que ce qu'il décrit, la lecture qu'il fait du monde, n'a rien à voir avec celle que j'ai. Et je pense que j'ai des valeurs familiales assez profondes, mais là, ça n'a rien à voir. On change complètement de paradigme. Et alors, je suis abasourdi. Et donc, à la fin de la conférence, je fonce te voir. Il y a déjà une dizaine de personnes qui sont là. Je suis le dernier, j'attends. Et puis, je lui dis dans une phrase, Monsieur Sobrist, ce que vous m'avez dit, ça m'a percuté. On était 300. La boîte s'est écroulée avec la crise. Il faut qu'on se réinvente. C'est ça que je veux faire. Comment on fait pour aller plus loin? Et le petit bonhomme, Jean-François, me regarde et me dit, démerde-toi. Et il m'envoie sur les plots. Et là, ça me fout en colère. Mais tu vois, un petit peu comme s'il y a un truc extraordinaire que tu as envie de... Ah ben non, tu l'auras jamais. Meilleure leçon de coaching du Oh monde. là là. Et alors, il a appuyé chez moi sur un levier qui est extrêmement puissant, c'est la colère. Et donc, je quitte la salle fou furieux, je claque la porte. Je vais quand même réussir à acheter les bouquins qu'il vendait à la fin. Il a écrit plusieurs bouquins, Jean-François. Et je vais tous les lire 2 fois. 2 fois parce que je ne les comprends pas. Le champ des possibles que ouvre chacune de ces phrases est incroyable. Et donc, je vais passer du temps. Et puis, l'histoire va commencer comme ça, tranquillement. Voilà. D'accord. Et donc, tu l'expliques bien, hein, t'as ce déclic et en fait, tu entreprends une transformation. Alors, ça fait peur aujourd'hui tu entreprends une transformation. Tout le monde est en transformation. On n'en peut plus des transformations. Et puis, on se dit toujours, il faut jamais faire un gros truc, voilà, trop l'annoncer, sinon il se passe rien après, on démotive tout le monde. Mais finalement, tu fais quelque chose qui fonctionne bien parce que c'est collaboratif déjà. Alors, il va se passer plein de choses, hein, puisque intuitivement, je comprends qu'il ne faut pas que j'annonce les choses. Donc, tu vois, on est en 2010, donc il n'y a rien sur le sujet. Il n'y a absolument rien sur le sujet. Isaac, Fred n'ont pas écrit encore leur bouquin. Donc, il n'y a absolument rien sur le sujet, sauf les 3 ou 4 bouquins de Jean-François. Je ne sais pas pourquoi, mais intuitivement, je me dis, il ne faut pas que j'annonce quoi que ce soit. Parce que les grands soirs, ça ne va pas marcher. Et donc, on va commencer à travailler sur nous. Et ce que je pourrais peut-être te dire dès maintenant, c'est de te dire que pour expliquer ce qui s'est passé entre les deux, je vais faire un grand bond en avant et te dire qu'il y a 2 ans, en fait, j'ai cédé l'entreprise. C'est la crise de la cinquantaine. J'ai cédé l'entreprise pour plusieurs raisons. Et quelque part pour me réaligner par rapport à mon why personnel, à ma mission de vie personnelle, puisque si je voulais être un petit peu taquin pour avoir travaillé un peu sur ce que je pense être ma mission de vie sur cette terre, c'est un petit peu un rôle de sage-femme ou de maïoticien, c'est-à-dire aider le nouveau à advenir. Voilà. Et ce qui fait qu'il y a 2 ans, j'ai cédé le pôle historique du groupe pour me concentrer sur 2 choses qui me paraissent absolument fondamentales. Alors juste, ça me fait penser à ta super citation. Est-ce que je peux la placer? Si tu veux. Non mais attends, elle est sur ton profil LinkedIn, etc. Donc c'est donc de Gaston Berger qui est « Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. » Exactement. C'est un peu ce qui te drive, quoi. J'adore cette phrase. Et en fait, aujourd'hui, je me concentre sur 2 choses qui sont 2 passions absolument profondes. La première, c'est de transmettre tous les apprentissages qu'on a pu faire pendant ces quasiment 15 années à d'autres organisations. Et on a une équipe d'une 20aine de personnes sur Innovate Experience et on va accompagner par des principes de coaching d'organisation des petites, des moyennes, des grandes organisations, des boîtes profit, non-profit, des collectivités locales, des structures étatiques. Enfin bref, on va toucher un peu à tout. Et c'est juste dingue de voir ce que des organisations, ce que deviennent des organisations qui se transforment. C'est juste absolument dingue. Oui, parce que c'est sûr qu'on cite celle que tu as, celle que tu as développée, on va dire, avec la première, ton premier fait d'armes, on va dire. Et en fait, tu auras plein d'autres exemples à nous partager à ce niveau-là. On a aidé à ce jour à peu près 70 organisations, en fait. Mais c'est peut-être plus facile de le faire quand on est dirigeant, quoi, de changer soi-même. Alors, je vais rentrer dans le détail si tu veux après, pour donner peut-être quelques clés, peut-être. Et puis, la deuxième passion qui est très forte chez moi, c'est j'ai acquis la conviction que nous devons réinventer notre modèle sociétal. L'empreinte humaine est très largement supérieure à la biocapacité de la planète et c'est une équation qui ne peut pas durer très longtemps. Et donc, il va falloir retrouver un schéma plus vertueux, c'est-à-dire que
la biocapacité de la planète soit supérieure à l'impact qu'on lui donne. Et donc, j'expérimente sur un lieu près de Nantes, à Pornic, des principes d'économie régénérative. Et je fais ça dans un complexe hôtelier ferme. On a 12 hectares à 100 mètres de la mer sur lequel tu as une ferme, tu as un hôtel, tu as un restaurant, et on expérimente des principes d'économie régénérative. Alors, qui s'appuient sur un certain nombre de principes. Par exemple, local. Produire où tu consommes. Alors, on va produire notre vin, on va produire nos légumes, nos œufs, etc., une partie de notre énergie. Et si tu produis où tu consommes, en fait, la boucle carbonée, elle est absolument géniale. Je vais te donner juste un exemple concret. Le vin, on va élever le vin sur des principes bio, on va le vendanger à la main. On va ensuite de ça le presser sur le site, le mettre en barrique sur le site, le mettre en bouteille sur le site et le consommer sur le site. Donc tu vois que la boucle, sur le plan carbone, elle est absolument parfaite. Ou quasiment parfaite, on va dire. Elle n'est pas parfaite, mais elle est vraiment très vertueuse. Si tu prends une denrée alimentaire aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu lire, elle fait en moyenne 700 km entre son lieu de production et son lieu de consommation. Donc c'est peut-être une bonne équation économique, mais c'est une équation carbonée absolument catastrophique. Donc le premier principe d'économie régénérative, vu par nous, c'est local. Le deuxième, c'est circulaire, pas de déchets où le déchet est une ressource. Le troisième, on pourrait dire, c'est l'économie de la fonctionnalité ou de la coopération extérieure. C'est comment tu recrées du lien, comment tu refais des sociétés avec tes voisins, donc dans des logiques de partage, peut-être de location, de gestion de commun, des choses comme ça. Le quatrième, c'est le collaboratif, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis le cinquième, tu as une forme de dimension spirituelle, qui n'est pas forcément à conjuguer dans le sens religieux du terme, mais peut-être plutôt dans la reconnexion à soi et connexion à la terre. Voilà, la Pachamama, comme certains vont dire. Donc voilà les deux choses qui aujourd'hui, qui me prennent du temps et qui sont vraiment des choses dans lesquelles j'aime mettre de l'énergie. Voilà. Comment on peut réinventer le schéma sociétal ? C'est juste. D'accord. Ça a beaucoup de sens. Enfin, c'est très lié. On parle souvent de l'entreprise vivante. Oui, tout à fait. Hyper intéressant. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de revenir sur les principes. Je reviens à ta première expérience. On parlera bien sûr des autres entreprises que tu as accompagnées, mais parce que c'est aussi des questions que je me pose. Quand tu te rends compte qu'en fait, il faut à un moment donné aussi sortir les signes extérieurs de pouvoir, par exemple. Comment ça vient ? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle d'entreprise, quand on parle de management par le care. Là, pour l'instant, tu as beaucoup de leaders qui t'expliquent qu'ils se sont attaqués à ça. Donc, comment ça arrive ? Et est-ce que c'est pas quand même un signe de reconnaissance, finalement, de certaines fonctions qui ont peut-être une charge mentale supérieure et donc qui ont besoin d'être considérées, valorisées de cette manière-là ? Enfin, c'est aussi ce qui est connu dans notre modèle mental, etc. Alors, ce qui est difficile quand tu engages une transformation, c'est qu'il va falloir désapprendre un certain nombre de schémas culturels. Dans ma lecture, le collaboratif est quelque chose de naturel, mais plus de culturel. C'est-à-dire que l'humain, tu sais, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus fort, c'est pas celui qui résiste le mieux à la pression, ni aux températures élevées ou basses, c'est pas celui qui nage le plus vite, c'est pas celui qui descend le plus profond. En fait, l'humain n'est bon en pas grand-chose, sauf en une chose, sa capacité à coopérer. Il a toujours réussi à coopérer beaucoup mieux que les autres, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il est devenu l'être dominant, à tel point qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il vit. Bon. Donc l'idée, c'est de gratter ces couches culturelles qui sont, mon Dieu, tellement ancrées. Alors, peut-être avant d'aller là-dessus, je veux bien rentrer un peu dans le sujet, si tu veux, et notamment les signes de pouvoir et tout ça. Ce que je te propose, c'est peut-être de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça, c'est ce que je vais te partager, c'est pas la vérité, c'est juste notre regard. Je dirais, c'est le fruit de nos transformations, plus des boîtes qu'on a pu accompagner. Voilà. Donc ce n'est pas la vérité, c'est un regard. C'est une partage de conviction, si tu veux. Ce qu'on observe, c'est qu'à peu près 90% des dirigeants qui veulent engager leurs organisations dans une transformation collaborative, on va l'appeler comme ça, échouent. Et toujours à peu près pour les mêmes raisons. Je vais citer les 5 majeures vues par nous. La première, c'est le manque d'ancrage du dirigeant. Celui qui fait ça parce qu'il a lu un bouquin, il a vu un TED, il a c'est vu... Tendance. Voilà, c'est tendance. Celui qui fait ça parce que c'est tendance. Celui qui ne va pas interroger son why profond. Celui qui ne va pas avoir un ancrage profond. Dès qu'il va y avoir un premier coup de vent, une première tempête, il lâchera l'affaire.
Et la conséquence de ça, c'est beaucoup de casse humaine. Parce que pour tous les gens auxquels il aura ouvert la porte, ça va créer beaucoup d'attentes. Et là, ça va créer des déceptions absolument immenses. Donc, le premier sujet, c'est le manque d'ancrage du dirigeant. Le fait qu'ils disent, ce n'est pas le 14e dossier que j'ai sur ma pile. Le fait de dire que c'est, je vais tout faire différemment à partir de maintenant. Donc ça, c'est la première chose qui fait que ça ne marche pas. J'ai le droit de te poser une question, pas juste parce que tu accompagnes aussi tu coaches, des dirigeants de grandes entreprises aussi. Oui. Pour moi, il y a quand même une différence entre un entrepreneur et un directeur d'une business unit. Bien sûr. Parce que aussi, généralement, je ne me projette pas forcément 20 ans au même poste. Bien sûr. Et donc, c'est peut-être plus complexe de me sentir ancré, en fait. Je peux te donner plein d'exemples de personnes qui ont fait des transformations dans des groupes du CAC 40 et qui ont fait des transformations absolument incroyables. Absolument incroyable. Donc c'est possible, même avec un cadre c'est absolument possible. Ça ne pose aucun problème. Et je te présenterai les gens qui savent très bien faire ça. Avec plaisir. La deuxième raison, c'est l'effet d'annonce. Très souvent, le dirigeant est absolument ultra excité par l'idée de transformer sa boîte et ne résiste pas à la tentation de rassembler tout le monde et d'annoncer le grand soir. On va faire un truc génial, on va renverser la table, vous allez voir, on va tous décider ensemble, ça va être un truc magique. Eh bien, c'est complètement contre-intuitif, mais ça va faire exactement l'effet opposé. Dans notre observation, il y a 70% des gens que tu vas mettre en résistance et 30% des gens qui vont générer beaucoup de frustration. Je m'explique. Richard Terling, c'est l'ancien patron d'Harley-Davidson, qui, à partir de 1983, a piloté Harley-Davidson, qui a fonctionné sur des principes collaboratifs pendant une quinzaine d'années. Et Terling a une phrase que j'aime beaucoup, il dit « Ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change ». Elle est juste magique, cette phrase. Parce que tu comprends vraiment ce qui se passe quand tu fais un effet d'annonce. Les gens se disent « Allez, on va encore repasser à la caisse ». Dans tous les grands groupes, de toute façon, on fait des changements. Avant, c'était tous les ans. Maintenant, c'est tous les 6 mois. Maintenant, ça sera tous les 3 mois. Et les gens se disent « Et encore, il va falloir encore changer ». Et donc, juste inconsciemment, ils vont se mettre en résistance. Et puis, les 30% de gens qui pourraient avoir envie d'y aller, eux, puisque tu n'as rien délivré dans les 6 prochains mois, le temps de commencer à faire ce truc-là, il ne va rien se passer pendant les 6 prochains mois, eh bien, eux, ils vont dire « Tu m'as vendu du rêve, mais bullshit, il ne s'est rien passé du tout ». Donc, annoncer, c'est complètement contre-intuitif, mais ça va mettre l'entreprise en résistance. Et du coup, ça veut dire qu'il faut le faire un peu en... Ça veut dire que en loose day Alors, en fait, je vais prendre une métaphore pour l'expliquer. Si je te dis que je vais te faire goûter le meilleur éclair au chocolat du monde, mais que je n'ai jamais mis les pieds dans une cuisine, je n'ai jamais fait de pâtisserie de ma vie, donc j'ai envie de le faire, ce chou, ce pain, cet éclair au chocolat. Ouais. J'ai vraiment envie de le faire, mais je ne sais pas par où commencer. Si je te promets tout de suite le truc, très vite, tu vas me dire bullshit. Si je ne dis rien, que je mets les pieds en cuisine, que j'apprends à faire ma pâte à choux, que j'apprends à faire ma ganache, que j'apprends à faire ma garniture, et qu'à ce moment-là, quand je sais faire quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose, je te dis tiens, je voudrais que tu goûtes ça. Tu vois ? Oui, mais après, tu pourrais me dire ensemble, on va faire le meilleur éclair au chocolat. Et moi, je te dis oui. Alors oui et non. Oui et non, parce que la transformation est une démarche autocrate. Et faire ensemble, oui, mais il y a d'abord un travail qu'il faut que tu fasses. En fait, on va un tout petit peu vite parce que là, tu es dans les solutions. Et je garde ça précieusement parce que c'est évidemment t'ouvrir un chemin. Ce que je veux dire, c'est que... il faut travailler sur soi d'abord, quoi. Ça va être la première chose qu'on va évoquer après. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi c'est une démarche autocrate ? Parce que personne dans une organisation peut les voir. Tu es dirigeante, personne dans ton équipe ne peut te voir en disant « Faustine, j'aimerais que tu renonces à l'exercice d'une partie de ton pouvoir. Et c'est nous qui allons le gérer. » Si toi, tu n'as pas envie de le faire, ça ne marche pas. Le législateur t'a confié le pouvoir exécutif dans ton organisation. Si toi, tu n'as pas envie de le réinventer ou de le distribuer, personne ne peut te. Ça s'appelle un putsch. Voilà, ou alors ça s'appelle un putsch. Bon, et ça ne se passe pas bien très vite. Donc, tu vois, en fait, c'est une démarche autocrate. Nous aimons à dire que les 2 tiers de la réussite de la transformation d'une organisation, c'est la transformation du CODIR, et les 2 tiers de la réussite de la transformation du CODIR, c'est la transformation du dirigeant. Tellement OK. Ouais. Tu vois. Donc, on a dit, 1, le fait de ne pas être ancré. Ça plante le truc. 2, annoncer. Le 3e sujet, c'est de mettre en place des équipes de change. Ça, c'est l'apanage des grands groupes, surtout en France. Quand on veut que ça transforme, qu'est-ce qu'on fait ? On va enfiler dans l'organisation un paquet de changemakers en disant ça va aider le truc. Là encore, c'est contre-intuitif, mais ça ne marche pas. On n'est pas en train de changer un ERP.
On change la culture profonde de l'organisation, le mindset de l'organisation. Donc ça ne fonctionne pas. Et tu verras qu'il y a une courbe qui est parfaitement linéaire entre le nombre de personnes qui sont là pour faire du change et l'incapacité pour la boîte de changer. I was change maker. Je vois très bien ce que tu veux dire. Bon. Et ça se comprend très vite avec cette phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, ou cette phrase de Jacques Chaise, la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Le dirigeant ne peut pas s'exonérer de la transformation qu'il doit faire sur lui. Et là encore, c'est contre-intuitif, c'est pas fait avec volonté assumée. C'est quand je mets en place des équipes de change, je le fais vraiment pour aider le système à changer. Mais dans ce cas-là, j'oublie que je dois passer à la caisse le premier. Voilà. On ne délègue pas le changement, quoi. C'est pas comme ça. Pas le sien, en tout cas. La quatrième raison, il y en a 5. La quatrième raison, elle n'est pas objective. Donc, tu me le concéderas. C'est que appétence n'est pas compétence. Si je te dis, j'adore l'Everest, je suis passionné par l'Everest, j'ai lu tous les bouquins, j'ai vu tous les films, j'ai rencontré pas mal de grimpeurs, j'ai tout le matériel dans le garage pour monter là-haut, tout ça. Et demain, je t'invite à ce qu'on monte tous les deux, mais je n'y suis jamais allé. Jamais. Tu viens avec moi ? Non. Ouais. Eh ben, t'as raison. T'as vraiment raison. L'immense majorité des boîtes qui aident la transformation sont des gens qui adorent ces sujets-là. Souvent des coachs, parfois des consultants, mais des gens qui sont passionnés par ces sujets-là, mais des gens qui n'ont jamais vécu de propre transformation. Donc, appétence n'est pas compétence. Et puis, la dernière chose, c'est que les dirigeants vont vraiment tenter de faire les choses bien, au premier sens. Je vais transformer ma boîte, donc je prends des choses que je faisais moi et je vais les confier au collectif. Ça, tu as certainement vécu des choses comme ça aussi dans ton entourage. Et donc, en plus de ça, je vais le faire vraiment de manière très sincère et très franche. Donc, je vais prendre un dossier important, puis je vais le confier au collectif en disant je vous fais confiance et c'est vous qui allez gérer ça maintenant. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Pour comprendre ce qui se passe, je te propose d'imaginer que tu es directrice d'un centre pénitentiaire. Que ça fait 15 ans ou 20 ans. Pardon. N'hésite pas à prendre de l'eau si tu veux. Enfin. Ça fait 15 ans ou 20 ans que ce sont les matons qui ouvrent les portes et qui ferment les portes. En résumé, qui disent tu fais ou tu fais pas, tu fais ou tu fais pas. Alors on change les murs, on enlève les murs en béton armé et on les remplace par de la culture de l'entreprise, d'accord ? Et toi, tu arrives, et puis un jour, tu dis bon, c'est fini ce schéma-là, on ouvre toutes les portes et vous sortez quand vous voulez. On automatise tout. Presque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment réagit une personne qui, depuis 15 ans, ne fait que ce qu'on lui dit ? Elle se dit ça va être le bordel. Et surtout, ça va être un piège. La prise d'initiative n'a jamais été acceptée. L'erreur n'a jamais été acceptée dans l'organisation. On me dit, vas-y, sors. 98% des gens ne sortent pas. Ils se disent, mais il y a un piège. Il y a un piège. Donc finalement... Oui, pardon, je me positionnais que par rapport aux personnes qui surveillaient. Par rapport aux matons. Oui, aux matons. Mais effectivement, même les prisonniers ne vont pas oser sortir. Mais bien sûr qu'ils ne vont pas sortir. Donc finalement, si tu prends un dossier et que tu le confies à des gens, qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Absolument rien. Et tu vas voir les dirigeants dans les pinces fesses mondains qui vont te dire, mais j'ai essayé de libérer ma boîte, j'ai essayé de basculer, je leur ai donné des dossiers à faire, mais il ne s'est rien passé. Donc j'ai été obligé de reprendre la main, sinon la boîte aurait été dans le mur. Et c'est la réalité. Mais c'est juste parce que ce n'est pas la bonne porte d'entrée. Ça fait écho avec tous les projets auxquels on parlait beaucoup d'ownership. Bien sûr. Tu as envie de créer de l'engagement avec des beaux mots. Et en fait, voilà. Et alors, je suis un peu taquin. Je vais imaginer que finalement, tu en as quand même quelques-uns qui prennent la main. Imaginons, ça arrive extrêmement rarement, mais imaginons que ça arrive. Ça fait 15 ans que je bosse en command and control. Ce dossier-là, c'est moi qui le traite depuis 15 ans. Je le confie au collectif. Je sais que la réponse à ce dossier, c'est vert. Et eux, ils me disent, la réponse, c'est jaune, pardon. Qu'est-ce que je fais ? Je leur dis, non, les gars, c'est une connerie, ça, c'est pas possible. Ça. La réponse est vert, je sais, ça fait 15 ans que je le fais. Si vous mettez jaune, on va avoir des emmerdes. Tu laisses faire ou tu laisses pas faire ? Mais c'est dur, hein. C'est hyper dur, parce que si tu les laisses pas faire, tu les crames, ils reviendront jamais. Et si tu laisses faire, tu mets la boîte en danger. Mais tu vois, en fait, c'est hyper challenging, ce truc-là. Parce que, surtout, tu as voulu faire les choses bien, tu as pris un dossier important que tu as confié au collectif. Et je pense que tu l'as dit, c'est ça, tu mets la boîte en danger. En fait, je pense que les dirigeants ont tous envie de bien faire et à la base sont convaincus que leur mission première, c'est plutôt justement, en dirigeant,
qui vont protéger et faire Bien grandir sûr. l'entreprise, alors Bien qu'en sûr. réalité, là, tu es en train de dire non, les gars, il faut lâcher prise. Et Bien c'est sûr. comme ça que ça va prospérer, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux? Ce qui n'est pas une garantie de bonne fin, mais un chemin qui marche beaucoup mieux. Dans notre expérience, la première chose, c'est un travail de transformation personnel et collectif de l'équipe dirigeante. Qui va faire quoi? Qui va revisiter son rapport au pouvoir, désapprendre un certain nombre de schémas, travailler la qualité du lien entre eux, développer quelques compétences sur tous les processus inconscients qui sont à l'œuvre à l'intérieur de chacun d'entre nous. On pense tous qu'on a un vrai libre arbitre. On pense tous ça. La réalité est probablement assez différente. Les drivers, la part d'ombre, il y a plein de mécanismes qui sont inconscients et qui sont très actifs. Et qui fait que dans une situation X ou Y, eh bien, toi, moi, on ne va pas réagir pareil parce qu'on n'a pas été construit de la même manière. Voilà. Donc ça, c'est du coaching, c'est ça? Du coaching d'équipe Alors, c'est du coaching d'équipe, mais qu'on va mettre en parallèle avec du coaching individuel pour que chacun puisse aller nettoyer ça, se connecter à soi en profondeur. Il faut le vouloir quand même aussi, tu vois, Alors, de évidemment. se faire coacher. Évidemment que quand nous, on accompagne une boîte, on ne travaille qu'avec des volontaires. D'accord, ok. Jamais avec des gens qui ne sont pas volontaires. Parce que le chemin, le chemin pour aller à la rencontre de soi, il est compliqué. Il est souvent compliqué. Donc on a ce travail-là qui est la première des étapes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les boîtes. En fait, on ne va pas écrire leur histoire à leur place. Donc on va, pour faire simple, leur donner un livre dont les pages sont blanches, sur lequel on a mis des titres. On va les commenter. Et c'est à eux d'écrire leur histoire, de la réinventer. Voilà. Donc la première étape, travail de transformation personnelle et collective de l'équipe dirigeante. Ok. La deuxième étape, c'est un travail de transformation culturelle. Celle qu'on encourage à faire de manière off, c'est-à-dire sans l'annoncer. C'est la fameuse phase où on va apprendre à faire l'éclair au chocolat. C'est la fameuse phase où la métaphore qu'on aime bien, c'est celle du saut de la confiance. Imagine que le niveau de confiance dans ta boîte, ça soit représenté par un seau. Et si tu es une jeune start-up avec une dizaine de personnes, ton seau, il est petit, c'est facile à manier. D'accord ? Si tu t'appelles la SNCF ou Airbus, ton seau, il fait quelques étages de haut et quelques quartiers Quelques décennies aussi, de grands. Ouais. Et imagine que l'objectif de la transformation culturelle, c'est de permettre aux équipiers de reprendre confiance en eux et de reprendre confiance dans l'organisation. Comme ils le font, hein, il y a une croyance à la base de ce type de transformation, c'est que l'immense majorité des personnes avec qui je travaille sont des personnes responsables et compétentes pour pouvoir agir. Et ça, c'est une croyance. Hein. Est-ce que je pense que je bosse avec des abrutis ou est-ce que je pense avec des gens qui sont capables? Et la question subsidiaire, c'est de dire, est-ce que mes contemporains, ceux que je croise dans la rue, est-ce que l'immense majorité de ces gens sont capables d'élever une famille, de se saigner pour les études de leurs gosses, d'acheter une maison, etc. Mais évidemment qu'ils le sont. Évidemment. Donc pourquoi ces gens le seraient dans leur vie perso et ne le seraient pas dans le monde de l'entreprise? Bon. Mais ça, c'est une croyance. Et tu peux penser que tu bosses qu'avec des abrutis. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire de collaboratif, il faut mieux aller faire autre chose. Donc en fait, l'idée, c'est que l'équipe de dirigeants va remplir ce seau de confiance. Et ils ont des petites cuillères. Et ils vont, par toutes leurs actions fines, prendre de la confiance et les mettre dans ce grand seau. Donc évidemment que si ton seau est petit, ça sera plus facile à faire que si tu as un truc énorme, gigantesque. Bon. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est même en termes de taille d'organisation. Enfin, tu es obligé de le faire au niveau d'une équipe ou de... Exactement. Donc, et ce qu'on aime à dire, c'est que si ça devient le premier sujet de la boîte et que tu as 10 personnes dans le codir et qui sont 10 à mettre des petits coups de cuillère, ça va aller 10 fois plus vite que si le patron est tout seul. Si en plus de ça, c'est leur premier sujet tous les jours, ça, tu vas multiplier encore. Et s'ils travaillent sur eux, tu vas augmenter la taille de la cuillère pour en faire une espèce d'énorme louche, si tu veux. Voilà. C'est vraiment ça l'objectif. Et comment on va faire cette transformation culturelle? Eh bien, on va agir sur un certain nombre de choses. La première, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des bulles de confiance. Les bulles de confiance, c'est... on va reprendre cet exemple où tu es patronne d'un centre pénitentiaire. Donc, plutôt que d'ouvrir les portes, on a vu que ça ne marchait pas. L'idée, c'est de dire, mais finalement, tu te pointes, tu vas voir les équipes et tu dis, qui d'entre vous, par exemple, aimerait choisir l'heure à laquelle il veut se réveiller demain matin? Et là, tu as 150 personnes qui lèvent la main, et là, allez-y.
puis tu reviens les voir le lendemain. Alors, il y en a qui mettent à 5 heures, 6 heures, 10 heures, d'autres pas du tout. C'était comment? Génial. Vous voulez continuer? Super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent? Ouais. Et là, tu en as encore 250 qui disent ouais. En fait, aucun impact sur le compte d'exploitation de la boîte, un sujet mineur, pas stratégique. Et puis, dans cette petite bulle, tu leur donnes la main. Tu reviens le lendemain. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient choisir ce qu'ils veulent manger au petit déjeuner? Etc., etc., etc. Et en fait, c'est la règle des petits pas, en fait. Tu vas initier une transformation lente et qui va se glisser dans les interstices de la boîte et qui va leur permettre de reprendre confiance en eux et dans la boîte. Et de les re-responsabiliser. Bien sûr, en fait, évidemment. Et tu ne te mets pas en danger parce que tu le fais sur des sujets non stratégiques au départ. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va injecter dans la boîte de nouveaux savoir-faire. La première chose, c'est que on va injecter 2 savoir-faire. Le premier, c'est le savoir en intelligence collective. On a travaillé dans le groupe chez nous pendant des années sans savoir ce que c'était que l'intelligence collective. Ça a été vraiment dur. Puis un jour, on a découvert ça et ça a changé vraiment absolument tout. Quand tu ne maîtrises pas les outils d'intelligence collective, très souvent, on va verser dans ce qu'on va dire être la procrastination ou les jeux d'influence. Donc c'est fondamental que l'organisation ait une vraie maîtrise des décisions collectives. C'est pour de la prise de décision notamment, c'est ça? C'est pour la prise de décision. Ouais. C'est pour la prise de décision. Il faut bien maîtriser tout ça. Qui veut faire ça, tout le monde dit ça, et en fait personne prend le lead. Exactement. Et je rappelle qu'une décision d'intelligence collective, l'objectif, c'est pas le consensus, c'est le consentement. Le consensus, c'est faire en sorte que tout le monde est d'accord, alors que le consentement, c'est faire en sorte que personne n'ait envie de dire non. C'est ça qui est la différence. Donc il faut absolument maîtriser ça. Donc on va former des gens qui vont devenir des spécialistes dans l'organisation et qui vont pouvoir intervenir sur les sujets importants en facilitant tout ça. Je te rappelle les 4 schémas décisionnels. Le premier, c'est directif. Je prends la décision, vous exécutez. Le deuxième, c'est consultatif. Je vous consulte individuellement ou collectivement et ensuite, je prends la décision. Donc ça, on est dans le schéma classique, entreprise conventionnelle. Et puis, tu as 2 autres schémas. Le schéma participatif, donc dans les 2 nouveaux là, que je vais énoncer, il y a la présence d'un facilitateur. Le schéma participatif, c'est on co-construit tous ensemble avec des outils d'intelligence collective, et je peux avoir le dernier mot, moi en tant que commanditaire. Et puis le collaboratif, c'est on va co-construire tous ensemble, facilité par une personne, et la récolte, c'est le résultat qu'on va aller chercher, la récolte, elle sera mise tout de suite en exécution. Voilà. C'est ça les 4 différences. Donc, on va vraiment former des gens pour avoir ces niveaux de compétences. La deuxième compétence qu'on va injecter dans l'organisation, c'est une compétence de gestion de tension. Je suis sûr que tu l'as vécu. À partir du moment où tu libères la parole dans une organisation, elle prend un relief de dingue, absolument de dingue. Et si, dans une boîte classique, on ne parle pas plus haut que le chef. Sinon, on en prend une, donc on ne parle pas plus haut que le chef. Dans une boîte collaborative, ça prend beaucoup de relief. Et donc là, ce qui va être important, c'est de pouvoir accueillir cette parole, gérer les tensions entre 2 équipes, entre 2 individus. Et on va former les gens qui sont spécialisés pour apaiser tout ça. Okay. Pas les évacuer, l'apaiser, tout simplement. Donc tu as des rôles clés quand même qui permettent de faciliter la prise de décision et d'avancer. Exactement. Qui ne sont pas forcément les chefs. Exactement. Et alors surtout pas les chefs. D'accord. Surtout pas les chefs. Qui sont volontaires, etc. Ils sont des volontaires, souvent des gens qui sont en part-time, en fait, tu vois, qui vont avoir un boulot, qui vont se mettre à disposition du collectif, on va dire, peut-être 1 journée par semaine, 2 journées par semaine. Okay. La troisième chose qu'on va injecter, c'est s'occuper des managers. Les managers, ce sont ceux qui en bavent le plus dans les transformations, vraiment le plus. Ce sont plutôt des gens qui ont bien fait leur boulot. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pris des responsabilités dans la boîte. C'est parce qu'ils ont délivré peut-être un peu plus, ou ils se sont engagés un peu plus que les autres. Et toi, en tant que leader, tu arrives et tu leur dis on change les paradigmes sur lesquels vous avez appuyé toute la réussite que vous avez aujourd'hui. On change tout. C'est-à-dire tout le schéma d'avant n'existe plus, c'est même l'inverse qui va se passer. C'est d'une violence absolue. J'avais d'ailleurs pas compris l'impact que ça avait. C'est d'une violence absolue. Donc l'idée, c'est comment on fait pour créer les conditions pour favoriser leur transformation à eux. Et ce qu'on aime faire, c'est leur proposer de faire, aux volontaires toujours, de faire une formation qu'on appelle manager-leader, passer de manager à une posture de leader, travailler sa posture, maîtriser quelques outils d'intelligence collective et travailler sur lâcher prise. Et en plus de ça, on va vraiment vivement
recommander les boîtes d'avoir, si possible, des coachs internes ou des deals avec des coachs, des boîtes de coachs externes pour aider ces gens-là à faire leur chemin aussi. Parce que vraiment, sinon, il y a de la casse. Il reste 2 points. Le quatrièmement, c'est qu'on chape l'entreprise. On la chape vraiment. On va la chaper. On pourrait prendre la métaphore de la raquette de tennis. Si tu veux réussir à bosser en collaboratif, il faut que tu aies suffisamment de cordes sur ta raquette, sinon les balles passent à travers. Et donc, il y a une vingtaine de points qu'on travaille qui vont de développer la culture de l'erreur en passant par réinventer la sémantique, partager les symboles de pouvoir que tu évoquais tout à l'heure, mais aussi, partager l'information stratégique de la boîte, etc. Il y a une vingtaine de sujets qu'il faut absolument traiter. Et ça va vraiment permettre de créer le creuset qui va faire que ça va pouvoir fonctionner. On est toujours dans un schéma de boîte conventionnelle. Hein, tu vois, on n'a rien annoncé, on fait les choses petit à petit, mais on n'annonce pas l'éclair au chocolat, pas encore. Et puis, un dernier point qu'on fait sur cette phase de transformation culturelle, c'est qu'on va réveiller la puissance de l'organisation plusieurs fois dans des grands processus d'intelligence collective, dont notamment le dernier, ça sera un grand processus vision et valeur. Ensemble, on va décider de où on va et de comment on y va. C'est quelque chose qui est juste absolument magique, dingue dans une étape de transformation. Et quand on a fait tout ça, on arrive à la fin. Ça peut prendre, tu vois, à peu près 2 ans. Que la boîte efface d'ailleurs 30 personnes ou 1500 personnes. Ouais. T'as été jusqu'à combien ? On a été plus de 10 000. Ah oui. On a été plus de 10 000. Donc, cette étape-là, à la fin de cette deuxième étape, tu sais que tu es arrivé parce que tu vois dans l'organisation des choses qui fleurissent. C'est-à-dire, tu vois des gens qui prennent des initiatives dont tu n'es pas à l'origine, dont tu n'as même pas été informé, et tu vois des trucs qui se mettent à fleurir. Tiens, il se passe ça, et là, tu le découvres. Et là, pour nous, c'est un signe qui est très positif parce que ça veut dire que les gens sont suffisamment redevenus en confiance en eux et dans l'organisation pour prendre la main. Ouais. Et pas prendre la main n'importe quoi, prendre la main pour servir le projet collectif qui est Vision et Valeur. Voilà. Une fois qu'on a fait cette deuxième étape, donc je rappelle, transformation du CODIR, de l'équipe dirigeante, on va dire, puis transformation culturelle. À partir de ce moment-là, on peut engager la troisième et dernière phase, qui est une phase de transformation opérationnelle avec le fameux saut en parachute, où en fait on va annoncer et se dire, le dirigeant, souvent il a un discours en disant « Bon, ça fait 2 ans qu'on bosse beaucoup avec l'intelligence collective, qu'on s'est formé à ces sujets-là. J'ai plutôt l'impression qu'on adore tous ça. Ma proposition, c'est que plutôt que d'être une boîte conventionnelle dans laquelle on travaille avec de l'intelligence collective, c'est qu'on devienne une vraie organisation collaborative dans laquelle peut-être il y aura des bulles de fonctionnement un peu plus directifs, mais qu'on devienne vraiment à la base une organisation collaborative. Et si vous êtes d'accord, eh bien, on va décider ensemble de comment on décide. C'est quoi la prérogative d'un individu dans notre organisation ? C'est quoi la prérogative d'une équipe ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'elle choisit son budget ? Comment elle recrute, etc., etc. C'est comment on prend les décisions stratégiques qui valent pour toute l'entreprise, etc. C'est quoi le rôle du dirigeant ? Comment on fait en cas de crise ? Ouais, c'est un peu ma question, tu vois, sur le... Enfin, merci en tout cas pour toutes ces précisions et ce découlement qui est très, très inspirant et logique aussi. Enfin, en fait, on comprend. C'est très logique. Très logique. Parce que toi, tu parles de... Tu expliques que tu es devenu un co-animateur. Parce qu'en fait, on se dit quand même, le dirigeant, il est là pour donner une vision, enfin, pour embarquer, pour... aussi anticiper les prochains moves, faire attention à je sais pas, les marchés qui bougent. Quand on est sur une entreprise qui est basée que sur du volontariat où personne n'est vraiment identifié sur certains rôles, voilà, comment on se positionne en tant que leader en fait ? Alors effectivement, le rôle de leader change beaucoup. Je vais essayer de décrire 2-3 choses. La première chose, c'est qu'il y a une chose qui est difficile pour moi, c'est de changer de plaisir. C'est de passer d'un plaisir de faire à un plaisir plutôt contemplatif. Passer au plaisir du jardinier, celui qui prend plaisir à voir grandir ses tomates. C'est difficile pour des gens comme moi qui ont été beaucoup dans le faire pendant presque 30 ans. Mais ça a une belle saveur. En fait, je pense que le dirigeant ou l'équipe dirigeante reste le gardien de dernier rang. Gardien des visions, gardien des valeurs, gardien des équilibres économiques. Et tu l'as dit très justement, je peux observer qu'en général, dans les organisations collaboratives, on est champion de l'innovation incrémentale, mais que l'innovation de rupture n'est pas toujours facile à mettre en place. Alors,
les processus l'advice process, pardon, la sollicitation d'avis est un processus intéressant pour faire émerger de l'innovation de rupture. Mais globalement, on s'est fait plutôt faire de l'innovation incrémentale. Bon. Mais le rôle du dirigeant, c'est un rôle de gardien de dernier rang. Et tu vois, le Covid a été si intéressant pour se rendre compte que, contrairement à l'image bisounours qu'il y a dans les organisations collaboratives, le directif reste aussi de temps en temps une méthode qu'il faut utiliser. Je vais donner 2 exemples. Ce que nous aimons dire, c'est que la posture des dirigeants, des animateurs dans la boîte, il y en a 3. La première, c'est une posture basse. C'est celle où je vais, par un jeu de questions, aider les gens avec qui je travaille à trouver la réponse à leurs propres problématiques. Et là, quand je fais ça, eh bien, c'est difficile, parce qu'il faut rester en retrait sur des éléments sur lesquels j'ai les réponses. J'interviens pas, j'aide l'autre à trouver une solution. Mais je t'aide à trouver. Oui. Et là, je t'autonomise, et là, c'est juste génial. La deuxième, c'est une posture de transfert de savoir-faire. Tu sais faire quelque chose que je ne sais pas faire. Si tu me dis, si je te dis, est-ce que tu peux m'aider à faire un tableau croisé dynamique sous Excel, et que tu me dis, mon petit chéri, réfléchis à comment tu vas faire tout seul, ça va pas m'aider beaucoup. Ça va pas m'aider beaucoup. Là, il va falloir que tu m'aides en me le montrant. Et puis, la troisième chose, c'est la posture haute, la posture directive, qui est fondamentale pour tenir le cadre. Et ça, c'est absolument fondamental. Les gens s'engagent s'ils se sentent en sécurité. C'est ce qu'on appelle en coaching la loi des 3 P. La puissance des équipiers arrive par la protection et la permission. S'ils se sentent protégés et autorisés, ils vont s'engager. S'ils ne se sentent pas dans un lieu qui est secure, hein, à Lyon par exemple, si tu as fait des grandes boîtes, donc tu sais ce que c'est que l'injonction paradoxale, sur lequel je pense que là tu pourrais faire une conférence sur le sujet, j'imagine. Eh bien, dans un lieu qui est soumis aux injonctions paradoxales va faire qu'il y aura peu d'engagement parce que les gens ne vont pas se sentir en sécurité. Donc c'est aussi fondamental que de temps en temps, le dirigeant soit très ferme sur la tenue du cadre. Et donc, 2 exemples. Quand le Covid est arrivé, dans le groupe, on a décidé, avec Claudio et Jérôme, qui sont mes 2 complices de l'époque, qui dirigent toujours la boîte aujourd'hui, on a décidé d'être plus présents. Plus présents, de reprendre la main sur un petit sujet, mais surtout d'être beaucoup plus présent qu'on ne l'était d'habitude. Et pendant une durée donnée. Ce qui fait que toutes les semaines, tous les mois, il y avait des confs avec tout le monde. On disait, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on voit, et voilà ce qu'on fait, et on expliquait. Donc ça veut dire pas que la boîte a basculé en directif. Ça veut dire que sur quelques sujets, on a été beaucoup plus visible. C'est une forme de leadership situationnel, quoi. Exactement. Et ça a créé beaucoup de réassurance. Quand on a débriefé tout ça après le Covid, la première chose que les équipes ont dit, c'est c'était chouette de vous voir, c'était chouette que vous soyez présents, parce que en fait, tu sais, ça, c'est ce qu'on explique, c'est que ça recule le seuil du déclenchement du réflexe reptilien. Le réflexe reptilien, tu sais, c'est les 3 F: fight, flight, freeze. Si tu te fais agresser dans une rue, tu vas soit, si tu penses pouvoir avoir le dessus, tu vas aller au combat. Si tu penses que tu n'as pas le dessus, tu vas essayer de te barrer le plus vite possible. Et si tu penses que ni le premier ni le deuxième n'est possible, tu vas faire le mort. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Bon, eh bien, quand on a tous eu peur pendant le Covid, la société s'effondre, de perdre des proches, de perdre son boulot. Il y en a beaucoup qui sont partis. Et donc, tu en as beaucoup qui sont battus, mais tu en as beaucoup qui se sont barrés. Donc, et ça, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est un réflexe de survie. Tu peux pas juger ça, en fait. Hein. Donc, la seule chose qu'on sait, c'est que plus toi, tu vas être présent. D'ailleurs, aujourd'hui, pour discuter pas mal avec des forces spéciales, ils te disent 80% des forces spéciales dans le monde fonctionnent sur un principe collaboratif dans la préparation de la mission, collaboratif dans le débriefing de la mission, mais on va remettre du directif pendant l'exécution de la mission pour justement reculer le seuil du déclenchement du réflexe reptilien, puisqu'il y a un risque de mort, et donc là, il pourrait se déclencher. Voilà. Donc ça, c'est un premier. Mais c'est intéressant de le rappeler, parce que c'est vrai que moi, je parle beaucoup de care, etc. Pour autant, je suis tout à fait en phase avec ce que tu racontes. Enfin, ça ne veut pas dire... c'est freestyle tout le temps, quoi. Exactement. Si tu ne crées pas cette sécurité-là, de toute façon, les gens ne s'engagent pas. Et puis, un deuxième exemple, c'est quand tu as une équipe qui est au fond du trou. Imagine que tu es... dans le groupe, il y a une 50aine d'équipes, à l'époque chez Univon. Tu as toujours, sur 50 équipes, tu en as toujours qui sont en difficulté. C'est comme ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu vois quelqu'un qui se noie, et si tu le regardes en disant « Tu vas y arriver. Vas-y, apprends à nager, tu vas y arriver »,
Je te fais confiance. Ça marche pas. On va reformuler. Ça marche pas. Mon petit chéri, non, vas-y, j'ai confiance en toi. Non, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. tu prends le gamin, tu le sors et tu le sauves. Puis après, tu discutes. Et donc, quand tu as une équipe qui est au fond du trou, on a fait ça pendant des années en les regardant avec les yeux de l'amour, en disant vous allez y arriver. Mais ça ne marche pas. Donc, à un moment, c'est comme le gamin. Tu remets les roulettes au vélo. Il reprend confiance, il refait 50 mètres, tu dis c'est bon, on peut les enlever. Ouais, on y va. Et là, ça repart. Tu vois, je trouve que derrière, en fait, ton approche, c'est à un moment donné, il faut se mouiller, tu vois. C'est vraiment globalement. Sens propre et figuré dans l'exemple. Tu vois, je trouve que le dirigeant, il y a un moment donné, il faut arrêter de parler de transfos sans s'y mettre soi-même. Effectivement, c'est mignon de regarder, d'encourager, mais il faut y aller aussi. C'est la base. Tu vois, c'est un peu simpliste, mais je trouvais ça marrant. Je me permets juste parce que le temps file, parce que c'est passionnant. Est-ce que tu aurais, dans les dernières questions de fin, un échec à nous partager, mais qui a été finalement peut-être hyper intéressant ou pas, hein, mais... Alors des échecs, je pense que je les ai à peu près tous faits. Hein. C'est-à-dire que quand je te dis on a commencé, il n'y avait rien, aucun référentiel. Et puis comme Jean-François m'avait envoyé balader, donc je les ai à peu près toutes faites. C'est rassurant, tu es humain. Oui. Mais c'est à la base du processus d'apprentissage. Hein. Ce qu'on observe, tu vois, c'est qu'il y a des choses qui sont assez dures dans les transformations. Par exemple, passer de la sous-information à la surinformation, c'est difficile pour les équipes. Puisque dans une organisation conventionnelle, l'information est un enjeu de pouvoir. Donc, j'en donne le moins possible aux équipes, etc. Et puis là, du jour au lendemain, tu ouvres l'information. Et donc, les gens sont saturés et ne savent pas comment gérer ça. Donc, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. Le point qui a été le plus dur, je pense, pour moi, ça a été vraiment les managers, en fait. L'énorme connerie que j'ai faite, c'est qu'il y avait des directeurs de région qui avaient à peu près 70 personnes sous leur responsabilité. Et ces gens-là, ils avaient un vrai rôle de contrôle. Mais je ne suis pas très fier de le dire, mais ils avaient un rôle de contrôle. Ils voyaient les véhicules d'intervention, ils en voyaient plusieurs par jour. Et ils checkaient les véhicules, 120 points de contrôle. C'était vraiment... j'étais à l'apogée du X à ce moment-là. Et quand on a fait la transfo, je leur ai dit, je vous propose de réfléchir. Je vous donne 3 mois pour réfléchir au boulot de vos rêves, de votre rêve dans la boîte. Vous ne changerez pas votre salaire, mais vous trouvez un boulot dans lequel vous allez vous éclater. Et vous faites ce que vous voulez. Et moi, j'aurais adoré qu'on me dise ça, en fait. Et j'ai compris, mais que des mois après, la violence de ce message, en fait. Puisque ça, c'était quelque part nier tout ce qu'ils avaient fait. Tu vois, c'était remettre en cause tout ce qu'ils avaient fait. Et je n'avais pas compris la violence de ce message-là. Et ça, j'ai vraiment pas fait ça très, très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les accompagnements qu'on fait, on fait très attention à ça pour éviter ce genre de choses. Voilà. Il y a dans tes interventions, pardon, je dégraisse 2 secondes, mais un truc qui m'avait choqué hyper positivement, mais c'est l'impact que tu as sur les familles, en fait. Parce qu'en fait, tu changes tellement des vies professionnelles que après, ça n'a pas ricoché. Tu sais, mon plus beau cadeau. Mon plus beau cadeau, c'est de voir des gens que tu croises et qui te disent « ce qu'on a fait ensemble, ça a changé ma vie ». Et c'est pas... alors ça nourrit sans doute mon ego. Et ce que je veux dire, c'est que les dirigeants qui s'engagent là-dessus le font pour changer leur boîte. Ça, c'est leur intention de départ. La réalité de ce qui se passe, c'est que c'est leur vie entière qu'ils vont transformer. Et ça, c'est juste une chose de dingue, quoi. Comme ça va donner envie, je pense, à plein de dirigeants, j'espère en tout cas, de se lancer. 2 dernières questions. Alors bon, faut que tu sois inspiré, je sais pas, mais si tu avais une affiche, tu vois, à coller derrière dans ton bureau ou je sais pas où, qui incarne, qui illustre toute ta philosophie managériale, voire ta philosophie de vie, elle dirait quoi, cette affiche ? Je reprends la phrase de Jacques Chaise, « L'apport du changement souffle de l'intérieur ». Okay. Voilà, je pense que ça, c'est la phrase juste, simple. Mais c'est vrai qu'en plus, elle illustre bien toute la démarche que tu nous as racontée. Et la dernière question, c'est un service presque. C'est quels sont les leaders que tu connais, des personnes que tu connais et qui sont des modèles pour toi, qui t'inspirent et que je devrais interviewer et surtout ensuite, quelles questions je devrais leur poser ? Alors, des gens qui m'ont inspiré, il y en a eu beaucoup. Alors, notamment une personne qui s'appelle Bob Davids, que Isaac évoque beaucoup dans son livre, qui est vraiment une personne que j'ai eu la chance de rencontrer, qui
qui a écrit un bouquin qui s'appelle Leadership Without Ego, qui est sorti en français. Ce serait un grand sujet, l'ego, effectivement, l'ego, dans la transformation. c'est un très beau sujet. Mais peut-être quelqu'un avec qui j'ai cheminé et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mehdi Berrada, qui a été l'ancien patron de Poult, qui est basé sur Toulouse, et qui est une personne aussi que j'aime, voilà, que j'aime vraiment profondément, et c'est chouette de l'écouter. Voilà. Trop chouette. C'est une biscuiterie, c'est ça? Poult, c'était une biscuiterie, et aujourd'hui, il a monté une autre organisation avec une équipe qui est dans... tu découvriras ça, je ne vais pas le spoiler. Tu découvriras ça. Écoute, je vais le contacter avec grand plaisir. Et est-ce que je devrais lui poser une question en particulier? Il a réfléchi à tous ces sujets. Donc, peut-être tu veux l'interroger sur le sens de sa mission de vie. Et je pense qu'il aura une belle réponse. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Je pense qu'on aurait pu encore parler des heures. Mais déjà, je trouve qu'on a une belle vision de toute l'approche qu'on pourrait... Enfin, toute la démarche à entreprendre quand on veut changer, quand on veut s'engager dans une transfo, et que le grand mot, c'est que ça commence par soi. Donc, merci beaucoup, Alexandre, pour ce témoignage. Merci, Faustine, et bravo pour ce que tu fais. À bientôt, j'espère. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.